Nos auditions. Je remercie vraiment Monsieur Thierry Dahan d'être parmi nous. Donc, Monsieur Dahan, vous avez occupé les fonctions de médiateur des relations commerciales agricoles de 2021 à 2025. Donc, vous avez un regard particulièrement avisé de toute cette période de mise en œuvre, notamment des lois Egalim, qui, je pense, nous sera très précieux. Alors, vous le savez, la règle des commissions d'enquête, c'est de prêter serment avant d'être entendu. Donc, je vous rappelle qu'un faux témoignage devant notre commission est passible de peine prévue aux articles 434-13, 14 et 15 du Code pénal, et notamment de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Je vous invite donc à prêter serment en appuyant sur le micro qui est devant vous, peut-être sur votre gauche. Non, vers le micro, devant. Hop là, voilà, parfait. Levons la main droite et en disant je le jure. Merci. Par ailleurs, de nous déclarer ou de nous faire part de tout éventuel intérêt dans une industrie ou des distributeurs. Non, rien à déclarer. Très bien, merci. Donc le Sénat, vous le savez, M. Dahan a constitué cette commission d'enquête le 25 novembre dernier sur les marges des industriels et de la grande distribution avec un certain nombre d'objectifs. Le premier est celui d'éclairer les citoyens et la représentation nationale sur la construction des prix dans notre pays, qui demeure opaque malgré des récentes avancées législatives. Le deuxième est d'analyser l'influence des acteurs de la chaîne sur ce niveau des prix pour le consommateur et leur caractère inflationniste ou non. Le troisième point consisterait à examiner, à mieux connaître le partage de la valeur tout au long du processus de production et de commercialisation des produits. Et enfin, pour pouvoir nous assurer que les fournisseurs en amont, notamment les agriculteurs, mais pas que les produits alimentaires, mais l'ensemble des fournisseurs pour l'ensemble des catégories de produits bénéficient bien d'une rémunération la plus juste possible. Voilà. Donc nous tenions à vous entendre pour les raisons que j'ai évoquées, c'est-à-dire votre connaissance des négociations commerciales ces dernières années, dans les périodes Covid et post-Covid, avec des effets inflationnistes qui ont été importants. Donc nous aimerions connaître votre appréciation avec le recul des lois et des dispositifs des lois Egalim. Et notamment, vous pourrez revenir sur vos récentes déclarations relatives à la mort clinique d'Egalim 2 et à votre appréciation sur les dispositifs relatifs à la sanctuarisation de la matière première agricole ou sur les fameuses options dans le cadre des négociations commerciales. Donc, ce que je vous propose, c'est peut-être de vous laisser la parole pendant 10 minutes, peut-être pour nous exposer vos remarques, vos observations principales sur ces secteurs. Et puis ensuite, Madame la rapporteure vous posera des questions. Et enfin, mes collègues qui sont présents pourront compléter aussi cette batterie de questions. Donc, vous avez la parole, Monsieur Dahan. Merci, Madame la Présidente. Je vous remercie de m'avoir invité, puisque je suis maintenant un ancien combattant, mais de fraîche date. Par rapport aux objectifs de votre commission, comme vous l'avez vous-même précisé, je vais être plus utile sur la deuxième partie, c'est-à-dire le fonctionnement des réglementations qui ont été mises en place pour la formation des prix alimentaires, et pas véritablement sur les marges, puisqu'il y a deux sujets sous-jacents, il y a la répartition des marges et la répartition de la valeur. Et les marges, c'est qu'une partie, il y a aussi le prix d'achat et les marges qu'on fait ensuite. Donc moi, je suis relativement ignorant sur la première partie. Et d'ailleurs, ça m'amène à faire une réflexion initiale. Et ne le prenez pas en mauvaise part, puisque je trouve qu'on a, dans les précédentes auditions, j'ai tout écouté, ça depuis décembre, parler beaucoup trop technique et pas assez politique. Alors, bon, c'est pas un ancien fonctionnaire de donner des leçons de politique à des élus de la République, et donc ne le prenez pas comme une marque d'irrespect. Mais pourquoi je vous dis ça? Parce que quand vous écoutez à la file tous les gens qui viennent devant vous, l'impression qui en ressort, y compris pour moi qui ai baigné là-dedans pendant 4 ans, c'est que
tout le monde a ses raisons, tout le monde a raison et qu'on n'y comprend plus rien. Parce que chaque fois qu'on regarde tel ou tel secteur, eh bien, même les gens qui étaient là juste avant moi, ils vous expliquent leur métier, etc. Et ils voient effectivement leur système. Et du point de vue du problème qui est posé et qui est quand même assez global, on part de l'agriculture, on va jusqu'au panier des consommateurs. Donc il y a quand même beaucoup de choses qui sont mises en jeu. Il faut sans doute prendre un peu de hauteur. Alors pourquoi politique? Parce que vous êtes mieux placé que moi pour le savoir, c'est que quand on veut être utile aux Français, il faut avoir des objectifs, qu'est-ce qu'on veut, et puis ensuite se donner les moyens d'arriver à ce qu'on veut. Et là, il y a un point très important par lequel je voudrais commencer, puisque j'ai eu une vie antérieure dans le droit de la concurrence et en antitrust. Il faut bien faire la distinction entre réglementation et régulation au sens français. Même en anglais, c'est la même chose, mais en France, c'est différent. La réglementation, c'est quelque chose qui va contraindre ou imposer des choses aux acteurs économiques de manière très large, de manière à avoir un certain résultat ou certaines interdictions. Typiquement dans l'alimentaire, ce sont les règles sanitaires. On va interdire l'utilisation, tout ça, on les désinterdit, etc. La régulation, c'est un peu différent, c'est qu'on va contraindre les acteurs, mais pas de manière totale, de manière un peu partielle, pour corriger ou quelque chose ou atteindre des objectifs politiques qu'on veut atteindre. Alors, exemple classique que je donne toujours quand je fais ce type d'intervention, si vous voulez que tous les Français aient le téléphone mobile ou l'Internet, vous voyez que le marché n'y arrive pas. Parce que c'est très rentable de mettre de l'Internet à la Défense, c'est peu rentable de le mettre dans une zone montagneuse au sein du Massif central, etc. Donc la régulation a dit on va arrêter la concurrence entre les opérateurs qui ont une obligation légale d'émettre avec leurs propres pylônes, leurs propres machines, concurrence par les infrastructures, comme on dit. Eh bien, dans ces zones-là, on va faire l'inverse. Les zones blanches, la loi, le régulateur va dire non, là vous allez mutualiser, il y aura un seul pylône, un appareil, puis tous les opérateurs, Free, Orange, etc., vont utiliser les mêmes, parce que c'est pas rentable pour 3 bergers et quelques paysans, etc., de le faire autrement. C'est de la bonne régulation. Voilà comment on fait. Alors, est-ce que dans l'agriculture, on est dans ce type de situation? Oui. Vous connaissez les articles 39, 40, 41 du traité. On est dans la régulation. On a un objectif de maintien du revenu des agriculteurs, d'avoir une autonomie agricole. Alors, on dit toujours pour un prix convenable pour les consommateurs, très bien, mais enfin, on a cet objectif-là. Implicitement, on est en train de dire que le marché seul ne va pas y arriver. Et vous connaissez, on ne va pas refaire l'historique de toutes les régulations de la politique agricole commune, les quotas, les prix imposés, etc., etc. On en est sorti, et en France, on a une nouvelle régulation, qui est la loi Egalim, et qui dit, voilà, il va falloir tenir compte des coûts de production de manière à... Et donc, on est dans ce type de situation. Et c'est là où le terme régulation est important, parce qu'on est sur quelque chose de plus restreint et plus souple que la réglementation. Sur l'amont, par exemple topique, ce qui marche très bien, c'est la contractualisation sur le lait de vache. Et donc, la loi dit qu'on doit prendre en compte les coûts de production des agriculteurs, très bien, le mettre dans le prix, et puis ensuite, on fera la marche en avant, on répercutera. Et si vous avez entendu les syndicats agricoles qui se plaignent d'un certain nombre de choses, et qui disent, c'est les discussions qu'il y a en ce moment en interprofession, mais c'est que sur une partie de la production, ensuite c'est de l'exportation, etc. Mais c'est la loi. C'est la loi. Dans tous les contrats laitiers que j'ai vus ou que j'ai négociés, puisqu'on en a négocié pas mal, vous avez toujours le même schéma. Vous avez un acheteur, que ce soit un acheteur industriel comme Lactalis, Savencia, Danone, Bell, etc., ou des coopératives comme Sodia, L'Oréal, etc., qui achètent du lait pour en faire en général 3 choses chez les généralistes: des produits transformés de grande consommation, lait, beurre, yaourt, fromage, etc., des produits de grande consommation qu'ils vont exporter et non pas vendre sur le marché français, et puis dans le cas du lait de vache, des produits industriels qui sont la poudre de lait et le beurre industriel, c'est-à-dire les gros blocs de beurre de 25 kg qui va partir, par exemple, dans la pâtisserie industrielle.
ces 3 blocs, et c'est la loi, ne prennent pas en compte les coûts de production de la même façon. L'obligation de partir des coûts de production et de faire la marche en avant ne porte que sur le premier bloc, en général, qui fait 40 à 50% des volumes. Tout le reste, ce sont des prix de marché. Ce sont des prix de marché. C'est-à-dire que quand vous êtes sur de l'exportation, vous allez prendre le prix de marché export, en général le prix allemand, parce que c'est le plus gros producteur après avec la France, donc c'est eux qui drivent le prix export. Et puis pour le beurre poudre, c'est des produits qui sont cotés. Donc vous les vendez sur le marché, c'est des produits stockables, la poudre de lait et le beurre, ça se stocke, hein, on se souvient des frigos de l'Union européenne, et donc si ça se stocke, eh bien on les achète, on peut les acheter à terme, enfin bref, c'est une commodité. Ce système-là, il marche pour le lait, il ne marche pas de manière générale, mais il nous dit quelque chose, c'est qu'on n'est pas dans un système de réglementation des prix, on est dans un système d'assurance des agriculteurs, qui, lorsqu'il y a des variations du marché, ont un élément stabilisateur, c'est que la partie franco-française est calée sur les coûts de production. Quand vous regardez les publications, si ça vous intéresse, de la filière professionnelle, l'éleveur laitier, Réussir Lait, etc., qui sont souvent des hebdomadaires ou des mensuels, qui publient les prix de toutes les... Alors chez Danone, on achète à 483 les 1000 litres, etc. Vous voyez ça toutes les semaines, c'est intéressant à voir. Et puis ça bouge, les prix allemands montent, etc. Cette partie-là, elle peut être volatile. Mais la partie France, elle est presque toujours extrêmement stable. Pourquoi? Parce que les coûts de production, ils sont calculés par l'INSEE avec l'IPAMPA et ils prennent en compte l'évolution du SMIC, puisque on intègre dans ce prix-là la rémunération de l'agriculteur qui est aujourd'hui de l'ordre de 2 SMIC mensuels. Une fois que vous avez ça, le SMIC il change au 1er janvier au 1er août, donc ça ne bouge quasiment pas, et l'IPAMPA qui est publié tous les mois par l'INSEE ne bouge assez peu. Donc cette partie-là, elle donne une sécurité double pour l'agriculteur. La première, ça lui donne l'assurance que sa rémunération ne va pas être décrochée quand ses coûts augmentent. C'est ce qui s'est passé au moment de l'Ukraine. Lorsqu'il y a de l'inflation et que le SMIC augmente, eh bien pour l'agriculteur, le coût de la vie augmente aussi. Lui aussi, il a des enfants, il doit aller à l'école, il est au lycée, etc. Il a les mêmes dépenses que nous, mais il n'a pas de salaire. Et donc, c'est dans la formule du prix du lait qu'on prend en compte cette évolution. Et puis les autres coûts, c'est le coût du fourrage, le coût etc. Il y a toute une série de coûts qui sont pris dans l'IPAMPA. Tout ça bouge assez peu. Et donc dans les formules laitières, vous avez quelque chose qui est un stabilisateur peu volatile. Et puis le reste, effectivement, c'est plus volatile, mais ce sont des signaux qui vont permettre de dire, n'oubliez pas que votre acheteur, il doit vendre derrière. Et il ne peut pas vendre en Allemagne si vous avez un prix qui est 30% au-dessus des prix allemands. Donc on va se caler sur le prix allemand, etc. Est-ce que c'est un point très important. Est-ce que ça veut dire à ce moment-là que l'agriculteur est pénalisé parce qu'on n'a pas couvert ses coûts de production? Il se trouve que non. Parce qu'un agriculteur, comme tout le monde, il a des coûts fixes. Quand vous avez un agriculteur, le prix du lait, c'est une chose, mais le volume de lait, c'est ça qui va faire son revenu. Vous pouvez toujours dire, je vais le double prix du lait, s'il diminue par 2 son volume, il gagnera la même chose. Or, une fois que vous avez amorti assez bien stabiliser votre exploitation avec 50 ou 60% de votre production franco-française, le fait d'avoir des achats qui vous permettent d'exporter, etc., même si c'est moins bien payé, ça continue à faire l'équilibre de l'exploitation. Et il n'y a aucun agriculteur, ni aucune OP que j'ai rencontré dans mes fonctions, qui m'ait demandé qu'on réduise leur volume d'achat. Quand Lactalis a dit « j'enlève 500 millions de litres de lait », personne n'était content. Et pourtant, M. Beignet a dit, mais attendez, j'enlève 500 millions qui partaient en poudre. C'est pas bien payé. Ah oui, mais bien payé, mais ça fait de l'argent. Et donc, vous voyez maintenant, je pense, mieux ce que je veux dire par régulation, enfin, on n'a pas mis de prix plancher, on n'a pas fait de prix administré comme certaines mauvaises langues sont toujours en train de pleurnicher. Ah, ouais, alors c'est soviétique, etc. Non. On a mis au sein du système un élément stabilisant qui permet d'atteindre l'objectif qu'on veut atteindre, un peu mieux que s'il y avait complètement le libre marché, mais on a laissé les choses malgré tout
se faire. Donc ça, c'est le point important. Donc, on réduit le champ de ce qu'on veut faire et on le fait, on l'applique de manière assez souple. Même remarque, même raisonnement pour ce qui est de la fameuse MPA. On dit toujours, vous avez vu, les matières premières agricoles, alors c'est pas respecté, etc. Et puis les PGC, et puis l'augmentation des prix, etc. De quoi on parle? On ne parle pas de tous les produits alimentaires. On parle des produits alimentaires, des marques nationales, vendus sous forme de produits de grande consommation dans les rayons et vendus par la grande distribution. Quand vous avez décranté tout ça, j'allais dire, bon, une fois, je suis assez d'accord avec la FCD et la grande distribution qui disent, mais attendez, toute l'agriculture française ne tient pas sur les négociations commerciales qui se passent en ce moment. Regardons les volumes. On va prendre on va partir directement des PGC. Si on prend les chiffres de Circana, hein, qui est le principal panéliste, on est entre 100 et 110 milliards de produits alimentaires PGC vendus en grande distribution. Sur ces 110 milliards, il faut enlever la partie qui est en MDD, qui ne concerne pas effectivement les négociations commerciales. Il faudrait normalement enlever aussi la partie qui est chez les opérateurs allemands, les Lidl et Aldi, parce que les négociations commerciales pour les marques françaises, elles ont peu d'intérêt, puisqu'ils ont essentiellement de la MDD à 90 ou 85%, et les quelques marques qui prennent en marque nationale, ce sont souvent des multinationales. Ils vont prendre Nestlé, ils vont prendre ça parce que le consommateur en a besoin. Et pour les PME, ETI et autres, eh bien, ça compte pas. Donc on est sur quelque chose qui est déjà plus réduit et qui va venir, je dirais, autour de 70 milliards. Mais une fois que vous avez ça, vous voyez que vous parlez ici de chiffre d'affaires, donc avec une marge. En dessous, lorsque vous enlevez la marge d'achat et puis les taxes, hein, parce qu'il y a au moins 5% de TVA, vous êtes plutôt sur 50 milliards d'enjeux. Mais dans ces 50 milliards d'alimentaire, vous avez une difficulté qui est que dans la réglementation, on est parti du code rural, agriculture, les produits agricoles avec des agriculteurs, et puis on est passé dans le code de commerce. Et le code de commerce, lui, il ne connaît pas l'agriculture, il connaît les produits de grande consommation, j'ai oublié l'article, mais c'est défini dans le code, hein, etc. Et éventuellement les produits de grande consommation alimentaire, c'est-à-dire tout ce qui se boit et tout ce qui se mange. Et moi, je me retrouve médiateur avec des négociations sur l'eau des viandes, sur des cacahuètes, sur de la bière. Il n'y a pas d'agriculture là-dedans. Mais il se trouve que c'est alimentaire. Et donc, si dans mes 50 milliards, j'enlève la bière, j'enlève les eaux minérales, j'enlève les sodas, j'enlève les boissons énergisantes style Red Bull, qui marchent très bien, hein, ça se vend beaucoup, j'enlève les vins spiritueux, Pernod Ricard, le whisky, etc., j'enlève les cacahuètes, j'enlève les crackers, j'enlève la confiserie industrielle, Mars, Bounty, machin, etc., sur laquelle l'agriculture est zéro, et que je reste sur ma partie agricole, j'ai tout mouillé, allez, 30-35 milliards d'euros d'enjeux de négociations commerciales annuelles pour mes agriculteurs. C'est le chiffre que j'ai donné dans l'interview, l'entretien que j'ai donné à LSA et que Madame la Présidente a rappelé à l'instant. Ce chiffre n'a pas été contesté. J'ai présenté mes vœux au directeur des grandes surfaces que je connaissais. Ils m'ont dit un mot gentil pour mon départ à la retraite. Il n'y en a pas un qui m'a dit, dites donc, non, les chiffres, c'est pas du tout ça. La DGCF n'a pas dit qu'ils étaient faux. Ils sont corroborés par l'Observatoire des négociations. L'Observatoire des négociations, depuis 3-4 ans, on mentionne les volumes de négociations déclarés par les grandes surfaces, c'est entre 40 et 45 milliards. Donc si j'enlève tout ce que j'ai enlevé, et j'ai oublié d'enlever le pet food, parce que moi j'ai rien contre les chiens et les chats, mais enfin, bon,
Ce sont des grandes multinationales, Mars et Nestlé, qui tiennent le marché, et puis ça, c'est encore 2 ou 3 milliards d'euros qu'il faut enlever, qui ne concernent pas les agriculteurs français, qui sont dans Egalim. Vous voyez? Et donc, à la fin, quand j'ai fait cette descente, j'arrive au résultat, que j'ai déjà donné plusieurs fois, qui est de dire, le problème que vous avez, vous, à adresser, à régler, et le problème politique qui vous est posé quand vous êtes face aux agriculteurs qui se plaignent de la loi, c'est 30 milliards d'euros pour la partie négociation. Il y aurait la partie MDD à regarder parce qu'elle est importante aussi, bon, mais c'est un peu plus compliqué à traiter ici. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on regarde ce que c'est que l'obligation posée par la loi de ne pas contester le prix de la matière agricole dans les produits, sur ces 30 milliards. C'est ça dont on parle. Quand on regarde quels ont été les MPA qui ont été déclarés par les industriels depuis 4 ans. En 2022, au moment de la crise ukrainienne, on a fait les négociations avec une moyenne de 3,5 qui a été demandée, qui a d'ailleurs été obtenue. L'année suivante, on était plutôt sur 4 ou 5. L'année suivante, on était sur 1, voire sur 0. L'année dernière, on était sur 1. Et donc, quand nos amis de la grande distribution disent « mais je ne peux pas appliquer la loi », parce que, à cause des options que rappelait Mme Loisier, on n'y comprend rien, tout ça est obscur, etc., etc. Vous vous rendez compte, les industriels de l'agroalimentaire, passez-moi l'expression grossière, veulent m'enfiler cette histoire de MPA sans que je puisse vérifier. Quand on regarde les papiers, ah oui, c'est 1% ou 2%. Et donc vous les contestez jusqu'au 28 février, vous les acceptez jamais. Mais c'est 1 et 2%. Imaginons que vous soyez des bons petits soldats et que vous dites « Ah, mais le législateur m'a dit que je ne pouvais pas le négocier, donc je les prends, et on négociera le reste ». Quelles seraient les conséquences pour la partie agricole? C'est 1% de 30 milliards, ça fait 300 millions. 300 millions, quand on répercute ça sur 30 millions de ménages, ça fait 10 euros par ménage. Et quand on répercute ça sur un an, 10 euros sur un an, ça fait 80 centimes par ménage. Donc on est en train de nous dire, on va se battre comme les chiens, parce que je peux vous dire que les échos que vous avez sur le caractère très difficile, très conflictuel des négociations est vrai. On se bat, et alors qu'on se batte sur la marge, enfin, très bien, c'est partout, mais qu'on dise en plus, on ne peut pas respecter la loi parce qu'il faut qu'on sauve le consommateur et qu'en contestant le 1 ou 2%, cette année, on va être sur 1 ou 2% maximum de demandes de MPA, parce que sinon, l'inflation va ruiner les gens qui sont au RSA ou au SMIC, parce que vous vous rendez compte, ils risquent de prendre 80 centimes par mois de plus, parce qu'on a pris le prix des matières agricoles. Ce n'est tout simplement pas sérieux. Et donc, cette introduction est destinée à vous faire passer le message suivant. On a une loi qui, contrairement aux apparences, administre une toute petite partie de l'économie. Elle ne l'administre pas vraiment, elle régule simplement ce point-là pour essayer de rétablir un certain équilibre. Elle n'est pas nécessairement inflationniste, et quand il y a eu des variations très importantes, en général, elles étaient justifiées. Après la guerre en Ukraine, les grains ont augmenté. L'année d'avant, il y avait eu la canicule au Canada. Tout le monde se souvient qu'il n'y avait plus de moutarde, mais il y avait surtout le blé dur qui en avait pris un coup et les prix avaient augmenté. L'année d'après, ça a été l'huile d'olive parce qu'il y a eu des mauvaises récoltes en Espagne. L'année dernière, ça a été le chocolat et le café qui ont doublé ou triplé de prix à cause des mauvaises récoltes au Brésil et puis au Ghana et en Amérique du Sud. Ensuite, il y a eu le beurre parce qu'il y a eu des restrictions, 8 000 € la tonne. Ensuite, maintenant, c'est la viande de bœuf qui augmente beaucoup parce qu'il y a eu des décapitalisations et on a des prix qu'on n'avait jamais vus avant. Hein. Moi, quand je suis arrivé, c'était 4,50 la carcasse de vache de réforme. C'est monté à 6 €. Peut-être que les gens de la FNSEA vous l'ont dit. Donc, ça se répercute effectivement sur le consommateur, mais ce sont des impacts qui sont limités en euros
Parce que, évidemment, comme tout le monde raisonne en pourcentage, on dit oh, 10%, mais 10%. Ben oui, les pâtes ont augmenté de 10%, mais un paquet de pâtes, c'est 1,40 €. Et dire on ne le prend pas alors que le blé dur a doublé de prix, c'est pas possible. Parce qu'en dessous, les gens ne vivent pas. Et donc, il y a comment dire, une façon de voir le problème qui dramatise la moindre concession, la moindre négociation, alors qu'on est sur des choses qui sont maîtrisées. Je rajoute, puisque j'y pense en même temps que je vous parle, puisqu'on parle de régulation et d'économie administrée, parce que tout le monde sort les grands mots, etc. Dans une négociation, je discutais avec l'acheteur lait monde de Lactalis, qui me pardonnera de reciter ses paroles, puisqu'elles n'ont rien de secret. On était à une pause, comme ça, un café entre deux négociations. Et on parlait effectivement des coûts de production, etc., et de la régulation. Et il me dit, vous savez, Lactalis, on est présent en Amérique du Nord et au Canada. Au Canada, c'est le gouvernement qui fixe le coût des productions. On est habitué, ça marche très bien, tout le monde prend le même prix. Il nous dit, voilà, pour l'année prochaine, ils font exactement ce qu'on fait nous, c'est-à-dire ce que fait l'INSEE, ils prennent l'IPAMPA, la hausse des trucs, enfin, ils prennent leur coût de production à eux, puis ils publient. Puis il dit, voilà, l'année prochaine sera plus 3%, ben, il dit, on prend ça, on est content, puis après, on négocie sur le reste. L'équivalent en France, c'est les prix, par exemple, qui sont publiés par le ministère de l'Agriculture à partir de relevés techniques. Ces prix-là, ils sont incontestables. Lorsque il y a un comité de suivi des négociations, qui en général convoqué, il y en a eu un, j'imagine, convoqué en janvier par la ministre de l'Agriculture, Mme Genevard, et son collègue, M. Papa, et donc on reçoit tout le monde, grande distribution, etc., et on demande comment se passent les négociations. La règle veut, en tout cas dans la dizaine que j'ai vécue moi-même, se passe toujours de la même façon. On commence par des notes d'ambiance, et il y a quelqu'un de France Agrimaire qui vient et qui dit « je vais vous donner les états du marché ». Et il vient, il dit « voilà, alors... je prends tous mes chiffres, la FAO, enfin tout ce qu'on peut avoir sur le jus d'orange, le café, le truc, la farine, le blé, et puis il monte ses courbes, il dit ce qui monte, ce qui baisse, etc. Bon, et puis il met des courbes sur 3 ans, très bien. On regarde tout ça, bon, les gens prennent des notes, ils sont contents, il y en a un qui dit, est-ce que je pourrais avoir le PowerPoint après? Oui, on va vous l'envoyer, enfin tout ça est très transparent. Et puis ensuite, la ministre donne la parole en distribution. Et il commence en disant, ben voilà, les négociations se passent mal parce que ça manque de transparence, on ne connaît pas les prix, etc. Vous n'avez pas écouté, là? Vous n'avez pas écouté? Et quand on leur donne les prix, allez, au moins dans 80% des cas, la réponse est, ah mais moi j'ai des experts qui me disent que ce n'est pas les bons prix. On ne peut pas travailler, on ne peut pas appliquer une loi, on ne peut pas appliquer une réglementation avec cet état d'esprit. C'est tout simplement pas possible. Alors, pourquoi ça ne marche pas et pourquoi ça pourrait marcher? Alors, ça ne marche pas pour une raison simple que j'ai mis longtemps à découvrir, parce que je me suis fait, comme tout le monde, enfumer par l'histoire des options, donc de manière un peu naïve. Quand vous relisez la loi, vraiment, l'article dans lequel il y a les options donne des indications sur la manière dont on répercute les prix agricoles dans les produits. Autrement dit, lorsqu'on dit, ben voilà, le prix du lait s'étend, ou le prix du beurre s'étend, eh bien, dans la brique de lait, la MPA va compter pour 50%, et puis dans votre madeleine, dans votre biscuit, le prix du beurre va compter pour 10%. Et comment le dit-on? Ben, on le dit soit en option 1, en détaillant produit par produit, soit en option 2, en mélangeant le beurre, le sucre et la farine pour faire les madeleines ou les biscuits, et puis on dit voilà, tout ça, ça fait la moitié du prix de la madeleine, ou bien en option 3, où on dit voilà, j'ai demandé à mon commissaire aux comptes qui a regardé la ligne de produits et qui vous dit que la MPA, c'est 30% de mes produits, etc. Très bien.
Donc, on a cette option. Mais à aucun moment, la loi ne dit « mais quel prix du beurre vous prenez ?» On ne le dit pas. Or, dans les contentieux que vous avez, et en tout cas les contentieux que je vois moi, on a quand même vu près de 300 dossiers de grande distribution, c'est-à-dire c'est toujours la même chose. C'est pas le fait que le lait compte pour la moitié du prix d'une brique de lait qui est contesté. Parce qu'ils le savent, ils ont de la MDD, tout ça est connu. Le savoir quel est le prix du lait dans le beurre ou dans la plaquette de beurre, ça a été vu, revu 50 fois, on le sait parfaitement. Ce qui est contesté, c'est le prix. Et comme il n'y a pas de règle dans la loi pour savoir quel prix on prend, eh bien, il n'y a pas de solution. Et les gens viennent en disant, ben oui, mais c'est pas le bon prix. Moi, j'ai mené une négociation au moment où il y a eu la grande hausse sur l'huile d'olive, etc. Et il y avait dans la salle donc un distributeur et puis le producteur qui était en cause. Et le producteur sort ses courbes. Je disais, mais regardez, j'ai pas les bonnes courbes. Il sort ses courbes et puis il dit, voilà, moi j'ai pris les 3 derniers mois du cours de l'huile d'olive, j'ai comparé aux 3 derniers mois de l'année d'avant et ça me fait tant d'augmentation. Donc vous voyez, c'est objectif, etc. Et l'autre avait les mêmes courbes. Pas d'accord. Et on voyait, alors il dodelinait, il ne savait pas trop quoi dire. Il disait, oui, mais moi j'aurais voulu prendre le dernier mois ou prendre une autre méthode qui lui fasse une augmentation moins forte. Et j'avais sous le nez, si je puis dire, le fait que la loi, le législateur, ne nous aidait pas pour trancher ça. Ce qui fait qu'il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution parce que, est-ce qu'il faut prendre le prix du beurre des 3 derniers mois, du dernier mois, les prix spot, les prix à terme? Et donc, ma position, ma proposition, celle que j'ai défendue, etc., elle est toute simple. Elle est de dire, dès lors que la méthode proposée par l'industriel est appuyée sur des chiffres publics, on prend le prix de l'industriel. C'est terminé. Il n'y a pas à discuter. C'est non négociable. La loi dit même, la matière première agricole, la négociation ne porte pas là-dessus. Alors, pourquoi elle porte quand même? Un représentant de la grande distribution me l'a dit. Il m'a dit, monsieur Dahan, nous, on ne négocie pas la MPA, hein, on respecte la loi. Je dis, bon, très bien. Alors, allez-y, le dossier va avancer. Il dit, oui, on ne la négocie pas, mais on a quand même le droit de la contester. Ben oui, c'est contesté, mais enfin, bon, là, le calendrier avance, hein, on est quand même le 15 février, il faut qu'on reste même d'accord là-dessus. Mais quand vous contestez la MPA jusqu'au 28 février, ben, ça veut dire qu'elle est restée dans la négociation. Et donc, il y a, si je puis dire, 2 trous dans la raquette de la régulation actuelle. Le premier trou, c'est qu'on n'a pas donné de réponse sur quels sont les prix qu'on doit prendre. Alors, vous voyez qu'il y a une solution qui nous tend les bras. C'est la solution canadienne. Vous n'avez qu'à dire, France-Agrimer, comme l'INSEE dit la hausse du coût de la construction s'étend, les loyers doivent augmenter de temps, France-Agrimer pourrait dire, voilà, le beurre, quand on prend, avec ma méthode, hein, méthode consensuelle qu'on peut négocier, il dit, voilà, sur les 3 derniers mois, le cours du beurre étant, etc. Puis il publie ça. Même si ce n'est pas exact, vous voyez qu'on est sur des corrections du 3e ordre. On est en train de dire, si on prend une autre méthode, au lieu d'avoir 2,1, on aura 2,05, mais tout le monde s'en fiche que ça soit 2,1 au lieu de 2,05. De toute façon, cette matière première agricole, elle va compter pour 30% du prix, tout le reste est négociable et ça va être durement négocié, y compris le plan d'affaires. À la fin, lorsque vous allez revoir l'application de tout ça sur le panier des consommateurs, il faut un microscope pour voir les effets de ça. Donc, vous êtes en régulation et pas en réglementation, vous y allez à la louche avec quelque chose qui tient la route, qui semble raisonnable. Donc vous pouvez faire ça. Vous pouvez aussi prendre l'autre solution, celle que je propose, c'est de dire, laissez les industriels prendre leurs responsabilités. Quelqu'un qui vient en disant, moi je vends des biscuits et je dis que le prix du beurre a augmenté pour moi dans mes investissements de 10%, il prend le risque que l'autre à côté, il dise, mais moi 5, ça me va, j'ai mieux acheté que vous. L'essentiel, c'est qu'on le prenne et que ça soit applicable. Le deuxième trou dans la raquette, c'est que s'il n'y a pas de date limite, eh ben on amène le sujet jusqu'au 1er mars. Et alors ça tombe bien, parce que la loi prévoit une date limite. Alors là aussi,
je suis un peu coupable, puisque je ne m'en suis pas aperçu tout de suite, je ne l'avais pas vu, c'est un autre sujet qui est dans le Code de commerce. Il dit que quand les industriels déposent leurs tarifs au 1er décembre, les acheteurs ont 1 mois pour le contester de manière détaillée par écrit en disant qu'est-ce qu'ils acceptent et qu'est-ce qu'ils veulent renégocier. Aucun ne le fait. Ils envoient une lettre en disant « j'ai bien reçu votre tarif, évidemment je suis d'accord sur rien, ça sera l'objet des négociations. » Terminé. Ben, ce n'est pas du tout ce que dit la loi. Et la loi pourrait donc être complétée, c'était ma suggestion, par un décret de méthode, disant « puisque la loi dit qu'on doit contester le tarif de manière détaillée par écrit, et donc avec des arguments, puisqu'on doit aussi négocier de bonne foi, et que vous devez faire tout ça avant le 1er janvier, eh bien, je vous rappelle aussi que la MPA était en dehors des négociations, donc vous devez justifier par écrit pourquoi, éventuellement, vous contestez la MPA. Et si vous ne le faites pas, eh bien c'est terminé. On repart au 1er janvier, la MPA est acceptée, et puis c'est fin de l'histoire. Donc, une fois qu'on a tout ça, on n'a pas réglé tous les problèmes de la grande distribution, et donc il y aura probablement des questions que vous pourrez poser, mais vous voyez que on arriverait à quelque chose qui serait déjà beaucoup plus vivable, c'est que la partie agricole qui porterait plus sur les 105 milliards, voire 115 si on met le DPH, parce que alors, si on met là-dedans les couches pampers, etc., les négociations commerciales, ça va être encore plus important. Mais ce petit volume de produits alimentaires adossés à l'agriculture, et que pour ce tout petit volume, tout le monde se met au garde à vous, on prend la MPA déclarée par l'industriel, sauf si, dans le mois donné, eh bien, on a montré que c'était un petit peu bizarre ou injustifié, et puis on négocie sur tout le reste, qui est le vrai travail d'un distributeur, c'est-à-dire acheter des produits pour les revendre, les mettre en concurrence, faire ses marges, qui est votre sujet, etc. Alors, on n'en est pas loin. Parce que, vous avez vu, c'est un sujet qu'on va sans doute aborder après, que dans les concentrations d'enseignes, il y en a eu une nouvelle, donc Concordis entre Carrefour et U, alors qui étaient mariés en 2023, qui ont divorcé, qui se sont remis ensemble, bon, ça arrive, c'est comme ça, et Concordis. Et ils ont eu l'intelligence, j'ai d'ailleurs félicité M. Schelcher et M. Bompard pour ça, ils ont dit voilà les listes des entreprises qu'on va amener à Bruxelles chez Concordis. Et donc j'ai la liste sous les yeux. Donc il y a 13 entreprises du DPH, que des multinationales, hein, Procter & Gamble, L'Oréal, Bolton, Kimberly, Colgate, Henkel, etc. Rien à dire. Moi, j'ai pas de souci. Ensuite, ils ont tous les sodas et les brasseurs, Heineken, InBev, Carlsberg, Red Bull, PepsiCo, etc. Intersnack, Suntory, Bacardi, Pernod Ricard, moi j'ai rien à dire. Et puis sur la partie vraiment agricole, ils en ont encore quelques-uns, mais alors ils ont Kellogg's, Findus, Heinz, Lavazza, Nestlé, bon, Fornery, Magnum, c'est les glaces. Bon, peut-être que... Moi, je leur ai envoyé 2 critiques. Je leur ai dit Danone Waters, je vois bien que l'Evian, vous le négociez. L'Evian, c'est pas gênant. Danone, produit ultra frais, c'est des yaourts. Il y a du lait. Vous connaissez le prix de Danone parce qu'il est publié. C'est la formule de prix. Je ne vois pas pourquoi vous avez besoin de négocier Danone ultra frais à Bruxelles. Pareil pour Lactalis. Donc, on voit bien que pour la grande distribution, on n'en est pas si loin. Que ce soit pour les PME, pour les vrais produits agricoles, pour le secteur laitier qui est déjà un gros morceau et qui est déjà régulé. Et donc, la position que j'essaye de défendre est la suivante. Ne nous perdons pas dans tous ces trucs techniques où tout le monde complique les choses et n'arrête pas de se plaindre que la négociation, que la réglementation est très, très compliquée, etc. Resserrons le dispositif autour de ce qui est utile et ce qui est souhaité politiquement, c'est-à-dire que les produits de l'agriculture française, qui sont souvent d'ailleurs européens, parce qu'il peut y avoir des approvisionnements européens, par exemple en viande de porc, c'est typique, et faisons marcher correctement ce petit morceau.
Et d'ailleurs, en le faisant de cette manière-là, ce ne sera pas inflationniste. Voilà, j'ai été sans doute trop long pour une introduction, Bien. Madame Non, la mais- Présidente, mais je voulais avoir un message cohérent sur l'ensemble. Oui, merci, Monsieur Metier. Il y avait un raisonnement et il fallait le dérouler. Merci. Donc, je laisse la parole à Madame la rapporteure pour quelques questions. Merci. Merci, c'était très intéressant. J'espère que le reste le sera aussi. Donc, vous avez conduit en près de 4 ans plus de 300 médiations, si mes chiffres sont bons, relatives aux négociations annuelles des produits de grande consommation. Certaines entreprises sont-elles revenues plus souvent que d'autres dans vos dossiers? Si oui, lesquelles? Alors, lesquels? Oui, il y en a qui reviennent plus souvent. Alors, pour être plus précis, 80% des demandes de médiation sont faites par les fournisseurs. Mais il y a, alors ça peut bouger suivant les années, mais disons, allez, 20% qui sont faites par les enseignes. La typologie est très différente. Vous avez, du côté des fournisseurs, un premier bloc qui sont les entreprises de grande taille, leaders sur le marché, voire multinationales. Je voudrais d'ailleurs ici faire une petite parenthèse sur ce qu'on appelle une multinationale. Parce que, là aussi, je fais comme tout le monde mes courses à la grande distribution, donc je n'ai rien contre eux de manière idéologique. Mais la FCD a toujours à la bouche, grâce à nous, on lutte contre les multinationales. Alors, on ne sait pas trop qui sont les multinationales. Dans l'agroalimentaire, les multinationales, en général, ce sont des entreprises qui ont des marques très fortes, et les marques très fortes sont souvent adossées à des produits très transformés. Les multinationales de l'agroalimentaire, qui sont vraiment avec une puissance commerciale qui demande qu'on leur résiste, c'est effectivement Coca, Pepsi, Mars, les bières, les alcools, etc., ceux qu'on voyait ici. Quand vous êtes sur les autres types de produits, il y en a très peu. Danone est une multinationale parce que la marque Danone est internationale, donc on peut considérer que c'est une multinationale. Lactalis, d'une certaine manière, grâce à la marque Président, mais c'est, de mon point de vue, beaucoup plus discutable parce que le lait est un produit très local. Lactalis, États-Unis, n'a rien à voir avec Lactalis Europe. Moi, j'ai été, pour d'autres raisons, en Australie, ils vendent des camemberts Président qui sont locaux, entièrement locaux. Enfin, c'est assez différent. Le mot multinational est à prendre avec des pincettes. Beaucoup d'agroalimentaires français, en réalité, sont internationalisés en Europe. Ça veut dire, tout bêtement, qu'ils produisent, ils ont une base arrière qui est la production nationale, et puis ils vont vendre en Belgique, en Italie. Alors effectivement, mais c'est l'Europe. Est-ce que c'est être multinational que de vendre sur le marché unique européen? Même des gens qui sont des entreprises qui marchent bien, qui sont en bonne santé, comme LDC par exemple dans la volaille, ils ont des usines de production en Pologne pour servir le marché de la RHF, etc. Mais bon, l'essentiel de leur activité sont en France. Les marques, elles sont françaises. Vous ne vendez pas du poulet de Louet ou gaulois aux Pays-Bas. C'est un autre marché. Et ils ne sont pas dans les niveaux de rémunération des vraies multinationales. Quand la FCD publie des chiffres de marge nette à 10%, ils parlent de Procter & Gamble, ils parlent de Coca-Cola, etc. Lactalis fait 2% de marge nette. Leader mondial du lait, 2% de marge nette. Savencia fait 1%. Le groupe Avril, qui est le monsieur Rousseau, que vous avez peut-être auditionné, le patron de la FCD, le groupe Avril, ils ont fait 0,5. Donc on n'est pas du tout dans les multinationales au sens de la publicité. Aujourd'hui, les entreprises agroalimentaires françaises, c'est en matière de publicité, par exemple, ce sont des nains. Je rappelle toujours, quand je suis en face des gens de la FCD, que les plus gros annonceurs français, c'est Leclerc et Lidl. C'est eux. Oui. Hein, bon. Et donc,
voilà. Je Et donc, reformule ma question, Monsieur Dahan, Ouais. ou vous l'avez bien en tête? je l'ai bien en tête, D'accord, mais très bien. je Alors, je voulais vous laisse me répondre. essayer de contourner le fait que vous me demandiez de dire des noms. D'accord. Non, non, sinon je vous la repose, il n'y a pas de problème, Monsieur Dahan. Non, après il y aura prescription, je dirais peut-être des noms quand même. Donc ça c'est la typologie. Ouais, c'est la typologie. Et puis après vous avez les petits et les moyens qui eux viennent parce qu'ils sont en position de faiblesse et qu'ils ont besoin. Côté enseigne, les saisines c'est toujours face à des multinationales pour l'essentiel et quelques cas où ils tombent sur une PME qu'ils aiment bien parce qu'ils l'ont dans leur rayon. Et elle est dirigée par un type qui est acariate, qui est en général un patron à l'ancienne, qui ne veut pas passer la main, qui a 75 ans, et qui ne comprend pas les négociations et qui veut faire passer des prix de toute force. Et en général, ça se règle bien. Pour les candidats à la médiation, en général, ceux qui attirent le plus de dossiers, ce sont ceux qui sont en tentative de remontée de décalage de prix par rapport à Leclerc, pour dire les choses. Oui. Voilà. Donc, ils estiment, parce que le marché est très transparent. Hein, n'oubliez pas, hein, on est sur un marché où les prix sont connus. Ils sont encore plus connus en temps réel maintenant avec les drives, parce que vous avez tout sur Internet. Et donc, j'ouvre une micro-parenthèse, ils sont encore plus connus à cause du mercato des cadres qui passe d'une enseigne à l'autre. Oui. Moi, j'ai entendu un jour en visio quelqu'un me dire « Ah oui, j'arrive pas à avoir l'arbitrage, ça prend longtemps et temps. » Quand j'étais chez eux, ça allait plus vite. Donc les gens partent, ils connaissent. Ça, c'est le premier point. Vous avez vu, avec la déconfiture de Casino, l'exil des cadres qui se sont reconvertis ailleurs. Ils sont partis... Oui. Je ne sais pas avec quoi ils sont partis, mais enfin, ils sont partis avec leur mémoire. Les alliances qui se font, se défont et se refont conduisent à ce que des gens qui étaient chez Intermarché qui passent chez Carrefour, ou les gens qui étaient... Ils connaissent. Et donc, vous avez une connaissance du marché, une connaissance, alors peut-être pas fine, mais du niveau général de votre positionnement prix, en tout cas de prix d'achat par rapport aux concurrents, qui est très 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 bien connu. Et effectivement, au moment où vous avez une concurrence sur les parts de marché qui est très forte, où vous avez une concentration du secteur, où maintenant la course à la taille est très très importante, ceux qui sont plus près à la course, vous voyez, je dis mais sans le dire, derrière Leclerc, ont posé certaines années les plus grosses difficultés parce qu'ils ont eu des postures extraordinairement agressives d'entrée de jeu et qui ont bloqué plein de Donc dossiers. Carrefour, ok, pour ne pas le citer. Très bien. C'est pas moi qui l'ai dit. Non, non, mais très bien. Alors, si vous voulez, on peut revenir sur le sujet des centrales européennes, qu'elles soient d'achat ou de service, parce que nous avons effectivement beaucoup de questions sur ce sujet. Est-ce que vous considérez que les dispositifs français et européens qui permettent de lutter contre les pratiques abusives de ces plateformes sont suffisants ? Puisque là, vous nous l'avez montré avec votre liste en 3 colonnes. On voit bien que les pratiques sont abusives. Quel dispositif mettre en face ? Le dispositif le plus efficace à court terme, ce serait de rassembler les gens de la grande distribution, de leur montrer la liste Concordis et de leur dire « soyez raisonnables, on fait une charte de bonne conduite et tel et tel produit, vous ne l'amenez pas à Amsterdam, à Madrid ou à Marseille. Et tel produit, c'est quoi ? C'est tout ce qui est fruits et légumes conserves, c'est des pâtes, c'est le traiteur charcuterie, c'est la viande, c'est les produits laitiers, c'est les confitures, voilà, c'est la pâtisserie industrielle, etc. Parce que tout ça, là-dedans, il y a l'agriculture française. Il y a les céréales, il y a le lait, il y a le beurre, il y a la viande de porc, il y a le poulet, etc. C'est ça, l'agriculture française. Et donc, vous négociez-le chez nous, et c'est qu'une partie. Ce que vous voulez faire avec les multinationales du DPH, avec les boissons, avec le snacking, etc., si vous estimez que vous avez besoin de négocier ça parce que, effectivement, les Mars et les Bounty, c'est les mêmes en Allemagne, en France, etc., ça, c'est des marques multinationales, et que vous voulez le négocier au niveau européen, très bien. On attendra que la Cour de justice
disent si c'est légitime ou pas. Ça sera peut-être quand même interdit. Mais à date, puisqu'on ne va pas prendre une loi supplémentaire, au moins faites ça. Ça serait déjà... et je ne dis pas que c'est possible, parce qu'évidemment, ils sont tous en... Mais je note encore une fois que Carrefour U ont fait à peu près ça. Ils ont emmené dans leur centrale commune uniquement des entreprises qui n'étaient pas réellement adossées à l'agriculture française et qui ne concernaient pas la régulation agricole. Ça, c'est un point important. Il y a un deuxième sujet qu'il faut que vous ayez en tête et qui pose problème. C'est que les marques nationales adossées à des industriels sont amenées à l'étranger, mais pas les marques nationales adossées à des coopératives. Pour quelle raison? Par exemple, le premier concurrent de Lactalis, ce n'est pas Savencia, c'est Sodial, qui a des marques fortes, Yoplait, Entremont, etc. Bon, des marques fortes. Pourquoi? Parce que pour aller chez Relec, Leclerc, c'est un groupe coopérateur, U, c'est un groupe coopérateur, Intermarché, c'est un groupe coopérateur. Il semble que les groupes coopérateurs n'emmènent pas les coopératives à Canossa. Et j'observe que l'alliance Carrefour-U, puisque U est une agglomération, Selcher a probablement obtenu qu'on n'emmène pas les coopératives. Ça pose problème. La coopération, c'est la moitié de la production agricole française. Ils ont des marques. Et donc, on a là un risque de distorsion sur le marché de détail. Je n'ai pas de préférence entre les yaourts Lopier et les yaourts Danone. Mais si Danone va passer à la caisse en payant des choses dans une zone internationale et que Yoplait non, au bout d'un moment, ça ne va pas. Donc, il y a un point qui, de mon point de vue, va dans le sens de ce que je propose, c'est que dès lors que les coopératives, elles ne sont pas sur ces produits, etc., et que vous avez un problème qui est de ne pas prendre les coopératives dans vos centrales internationales, il faut faire pareil pour tout le monde. Et donc il y a une certaine cohérence, parce que les coopératives, dans les 30 milliards que j'ai dit tout à l'heure, ou les 40 milliards si on prend le lait, etc., elles y sont. Et donc il y a quelque chose qui ne va pas. Donc ça, c'est un élément qui pourrait être réglé par la négociation, par une charte de bonne conduite. Ça ne leur coupe pas un bras à la grande distribution. L'essentiel pour eux, encore une fois, c'est d'avoir dans leurs négociations les grandes... S'ils ne veulent pas... Effectivement, on est un peu suspendu aux décisions de la Cour de justice. La loi française, elle dit ce qu'elle dit. Il y a tout de même un point nouveau que vous avez suivi probablement l'année dernière, c'est que la Commission de l'agriculture du Parlement européen a lancé les négociations pour durcir la directive de 2019. Or, cette directive de 2019, elle condamne explicitement ce que font les centrales internationale, puisqu'elle donne la liste des pratiques déloyales. Et ces pratiques déloyales, c'est les fameux avantages sans contrepartie, dont vous a parlé la directrice de la concurrence, Madame Lacoche. Et les avantages sans contrepartie, quand vous allez dans ces centrales, style Everest, Copernic et compagnie, et qu'on vous dit, cette année, il faut donner 2,5% de votre chiffre d'affaires pour être dans les rayons, c'est un avantage sans contrepartie, qui est lié à la négociation, même si c'est fait par des prête-noms ou des entreprises filiales, etc. Donc là, alors, est-ce que la directive va modifier les seuils? On était à 350 millions de chiffre d'affaires, c'était quand même très bas, etc., et qu'on va lever. Je vous signale, puisque le Sénat est toujours bien pourvu en juristes, donc vous aurez vos administrateurs qui pourront regarder ça de près, mais si vous regardez les considérants de la directive de 2019, on dit partout que les États membres peuvent aller plus loin en termes de seuil ou de champ. La France est un État membre, est-ce qu'elle peut aller plus loin sans attendre une réforme de la directive? C'est possible. Et c'est très important, parce que la directive, elle dit que ce sont les juridictions nationales qui deviennent compétentes en cas de pratiques déloyales, etc. Donc, il y a peut-être quelque chose à creuser. Je ne sais pas, à vrai dire, je n'ai pas de préférence, mais de toute façon, c'est un très mauvais système. Tout le monde sait, parce que c'est de notoriété publique, que ces centrales de service, ce n'est qu'une machine à reconstituer des marges arrière. Tout à fait. C'est tout. Je vais vous-même vous dire
vous en donner la preuve. Enfin, s'il vous plaît. Mécanique, comme ça vous l'aurez. Allez-y, allez-y. Il y a des enseignes qui, à un moment donné de leur histoire, je ne dis pas de nom, mais ça peut se retrouver, ont quitté la centrale. Et vous aviez des industriels qui crachaient ou bassinaient à cette centrale, mais qui répercutaient dans leurs tarifs ce prix. Si on vous dit, votre tarif c'est 100, mais vous devez me donner 2% de votre chiffre d'affaires pour payer Monsieur Ferrari, pour aller vite, bah, du coup, vous mettez votre tarif à 102. C'est ça qui est inflationniste. Bon. Mais si vous quittez la centrale internationale, tarif à 102, il va être très désavantageux par rapport aux autres. Et qu'est-ce qui s'est passé dans ce cas-là? Bah, l'enseigne est allée voir l'industriel ou les industriels concernés et leur a dit, mais attendez, les deux là, maintenant que vous ne me payez plus les deux à Genève, là, bah, il faut me les rendre. Et les industriels les ont rendus. Ils n'ont rien perdu, puis de toute façon, le service, c'était zéro. Ils ne s'en servaient pas, c'était bidon. Donc, ils ont dit, mais voilà, effectivement, tant que vous me preniez 2 en marge arrière, je mettais 102 dans mon tarif. Mais si maintenant, vous ne me prenez plus les 2, mon tarif, c'est 100. Et tout le monde est content. On se serre la main, et puis voilà, ça s'est fait comme ça. Et ça montre bien 2 choses. C'est que les services rendus sont totalement inutiles, puisqu'on les fait payer, mais on peut s'en passer très facilement. Et 2, ce ne sont que des marges arrière. Et ça a un énorme problème, cette marge arrière. C'est que comme ces centrales qui ont des gros défauts en termes de concurrence, d'ailleurs c'est un point sur lequel Michel-Édouard Leclerc a fait une remarque très juste. Il a dit, oui, moi j'ai Eurelec, mais j'ai une alliance avec Revé qui est notre coopérateur allemand. Mais on n'est pas sur le même marché. On achète en commun. Et il a un peu tordu le nez quand il a vu que chez Aura ou Everest, on avait des enseignes françaises qui s'alliaient au motif d'aller à l'étranger. À ce moment-là, on partage beaucoup de négociations de prix alors qu'on est concurrents sur le même marché. Et donc, tout ça pose véritablement problème. Et quand vous avez ça, cette situation-là, eh bien, vous avez une première étape, c'est que tout le monde réintègre dans son tarif la marge arrière qu'on a payée. Et l'année suivante, qu'est-ce qui se passe? Ben, il faut avoir gratté quelque chose par rapport aux concurrents. Qui nous dit que Leclerc chez Copernic, il n'a pas passé un demi-point de plus? Qui me dit que Intermarché chez Everest, il n'a pas passé un... Et donc, je demande plus. Et je rajoute une petite couche. Et il faut le payer. Et c'est inflationniste, et ainsi de suite. Oui, donc c'est la vérole, ce système international, ce truc international. Très bien. Alors, sur la question des marges, on s'interroge beaucoup sur la manière dont il peut y avoir, j'allais dire, des dégagements de marge, c'est-à-dire dont la grande distribution pourrait, par le biais, je ne sais pas, soit d'entreprises, de filiales, etc., faire des dégagements de marge. Alors ma question, la première est la suivante. Est-ce que les centrales, et notamment les centrales, est-ce que les centrales servent de lieu de dégagement de marge ou non? Est-ce que vous savez ça? Qu'est-ce que vous appelez exactement par dégagement de marge? Alors ce que j'appelle dégagement de marge, c'est qu'en fait les marges sont ailleurs que chez le distributeur. Ah oui, d'accord, oui, oui. Mais elles existent et elles sont dans des entreprises, j'allais dire, dans des filiales ou des entreprises du même groupe ou des entreprises proches. Alors ma première question, c'est est-ce que les centrales d'achat jouent ce rôle de dégagement de marge? Il me semble que les centrales, certains nous ont dit que non, mais je n'ai pas. Est-ce que vous savez répondre à cette question? On finira par avoir la réponse, mais est-ce que vous l'avez? Et est-ce qu'il existe différentes manières de dégager des marges, par exemple? Alors, il y a la question des loyers qui est revenu et l'immobilier, bien entendu. Peut-être la question de certains services obligatoires qui seraient du coup fléchés vers certaines entreprises. Est-ce que vous êtes au courant de ces pratiques? Non, je n'ai pas d'informations précises, c'est-à-dire recoupées, validées, etc. J'ai entendu parler
beaucoup de choses, parce que quand les gens sont en difficulté, qui se lâchent, ils racontent un peu leur vie. Bon, ce qui est sûr, mais ça c'est pas secret, c'est que la gestion des galeries commerçantes, des galeries commerciales dans les très grands formats, hein, les hypermarchés de plus de 10 000 mètres carrés, effectivement sont une source de revenus puisqu'on a une rente de locataires. Et donc ce sont plutôt les enseignes qui ont des très grands formats qui en profitent, même si jusqu'à 5 000 mètres carrés, souvent il peut y avoir des fonds de commerce à louer. Dans certains cas, c'est même filialisé. Hein. Ça fait partie de l'équilibre général de l'entreprise. Est-ce que c'est critiquable en soi? C'est compliqué. Ça pose un problème d'affichage, parce que tout le monde vient vous dit, mais regardez, les magasins, on fait 2% de marge nette, c'est presque rien. Enfin, ce genre de choses, alors qu'en fait, on gagne de l'argent ailleurs. Je ne sais pas. Sur les centrales d'achat ou centrales plutôt de référencement, je ne crois pas, parce que ça obligerait un partage. On ne voit pas trop comment ça pourrait marcher. J'observe aussi que la concentration du secteur rend ces centrales communes de plus en plus inutiles. Carrefour a racheté Cora, donc le fait de savoir où s'alimentait Cora, est-ce qu'il était dans une alliance, est-ce qu'il utilisait quelqu'un comme Grossis, a disparu. Donc vous avez Leclerc, vous avez Carrefour, qui font tous les deux au-dessus de 20% de part de marché. Derrière, Intermarché s'est allié avec Auchan, mais vous avez vu tous les déboires d'Auchan en ce moment, ils vendent des magasins, donc ils vont finir par devenir une enseigne croupion à côté d'Intermarché. Même chose pour Casino. Donc certes, il y a une alliance, il y a cette alliance Oxo-Aura, mais elle devient de plus en plus déséquilibrée. Donc elle change un petit peu de nature, et on a possiblement, je dis ça un peu en l'air, hein, sans avoir d'informations, mais on a une possible évolution que ces enseignes utilisent simplement Intermarché comme grossiste, comme l'a fait Cora à un moment, etc. C'est-à-dire que ce ne soit plus une négociation commune, mais une négociation où Intermarché pourrait venir devant un fournisseur et dire Monsieur Lactalis, Monsieur Andros, Monsieur Bonduel, c'est plus 16 ou 17% que je vous offre, 16% plus tous mes affiliés en grossistes qui vont acheter chez moi. Vous voyez, et ça fait de la vente en plus. C'est par exemple ce qui se passe pour le petit alimentaire qu'il y a dans les stations-service ou des stations d'autoroute, où il y a des sortes de mini-supermarchés, où les pétroliers sont affiliés à un fournisseur qui est en général la grande distribution et à des grossistes, qui sert de grossiste. Et donc, ça fait partie dans la négociation de dire je vous apporte du volume en plus. Mais la différenciation entre Casino, enfin en tout cas Monoprix, Franprix, Auchan et Intermarché ne sera plus trop le sujet, puisque eux-mêmes viendront s'approvisionner au plus gros et au plus solide de l'ensemble qui est Intermarché. Je n'en sais rien, ce sont des spéculations, mais vous voyez, ça se profile. Ça veut dire que les alliances. Vous voyez que l'alliance Carrefour-EU, elle est réservée non seulement à un certain nombre de produits, elle ne concerne pas la France. Je ne suis pas absolument certain que ce soit... non, les centrales internationales, oui. Parce que derrière les centrales internationales, c'est un tout autre sujet. C'est des services qui n'existent pas et qui sont une taxation. Comme je l'ai déjà dit, c'est une taxation idiote, parce que... on sait très bien que taxer le chiffre d'affaires, c'est pas très intelligent. Qu'on taxe les bénéfices, ça va, c'est l'impôt sur les sociétés, mais taxer le chiffre d'affaires, c'est loin. Or, c'est une taxation du chiffre d'affaires. La question des emballages, par exemple, qui sont imposés, avec des fournisseurs imposés, est-ce que ce sont des choses ça, je ne suis pas au courant. Qui vous ont déjà... Ça, c'est un sujet, autorité de la concurrence. D'ailleurs, alors, je vais faire une remarque là-dessus. Allez-y. Vous avez auditionné Mme Lacoche et M. Bercani, qui est
de mes anciens adjoints, qui donc lui souhaite une pleine réussite dans ses fonctions, qui vont expliquer que c'était dur pour eux parce que la loi, il n'y avait pas de position dominante, il y avait simplement la notion de dépendance économique, que la Cour de cassation, la Chambre commerciale était très rigide, etc. etc. C'est vrai. Ils n'ont pas quelque chose qui était évident. Mais le paysage change beaucoup. Aujourd'hui, vous avez, pour les marques nationales, en tout cas celles qui sont concernées, vous avez 3 acheteurs. Parce que beaucoup de marques nationales ne sont pas chez Lidl. Elle dit encore en dessous. Donc, si on enlève les 10-12 parts de marché, elle dit, tout le reste, ça fait, avec 3 acheteurs, vous faites 90 ou 85% oui. Si U n'est pas concerné, et si U est concerné dans une heure, c'est 100%. Et donc là, les seuils de dépendance économique, ils sont explosés. Je rappelle que la jurisprudence, pas vraiment une jurisprudence, mais enfin ce que laissait entendre l'Union européenne dans les décisions qui avaient été prises, c'est que pour une entreprise de taille moyenne, au-dessus de 20-22% de parts de marché, on était dans une zone de risque de dépendance économique. Et là, il y a des entreprises, aujourd'hui, je connais, qui sont face à des acheteurs qui font 40% de leur business. Donc les seuils de dépendance économique sont explosés. Première chose. Deuxième chose, la jurisprudence de la concurrence admet la notion de position dominante collective. C'est-à-dire que lorsque vous avez un oligopole ou un duopole, 2 ou 3 opérateurs qui couvrent 90% du marché, elles peuvent très bien avoir une action commune, ou en tout cas coordonnée, tacitement, pour empêcher quelqu'un de rentrer, etc. Et on peut les accuser de position dominante collective parce qu'il y a un comportement qui fait entrave à la concurrence. C'est une notion qui est admise aux États-Unis, par la jurisprudence américaine, par la jurisprudence de la Cour de justice aussi en France. Il n'y a pas de dépendance économique collective dans notre jurisprudence. Mais de mon point de vue, c'est la situation dans laquelle on se trouve. Pourquoi ? Parce que le critère de la Cour de cassation pour dire il y a de dépendance économique, c'est qu'on n'a pas de solution alternative. Mais si vous avez comme acheteur devant vous Leclerc, Carrefour et l'Alliance Intermarché, laquelle vous pouvez quitter pour avoir une solution alternative chez le voisin, vous n'avez aucune solution alternative. Vous êtes en dépendance économique vis-à-vis des 3 enseignes. Et donc, vous avez là un risque pour certaines entreprises, voire même pour les plus grosses, d'être en dépendance économique totale, générale, vis-à-vis des acheteurs de la grande distribution française. C'est un changement majeur. Il y a encore 4-5 ans, le top 3 des enseignes, il faisait 60% du marché. Hein. En espace de 4-5 ans, ça a beaucoup changé. Et donc là, on se trouve dans une situation très particulière. Cette dépendance économique, pour l'instant, c'est pour ça que je reviens sur les auditions que vous avez faites pour Mme Lacoche et M. Mercani, elle n'est pas dans les radars parce qu'intellectuellement, les gens ne sont pas prêts à regarder ça parce qu'ils sont toujours dans les raisonnements traditionnels. Alors, monsieur, vous vendez du matériel électrique, alors Renault ne veut plus vous acheter, alors vous les vendrez à quelqu'un d'autre, etc. La grande distribution, ça ne marche pas comme ça. Le secteur des PGC, produits de grande consommation, qui sont visés dans le code de commerce, c'est un écosystème. Si vous visitez, moi j'ai visité quelques usines d'agroalimentaire, ce qui vous frappe quand vous arrivez dans les usines, à chaque fois vous avez la même impression. Premièrement, c'est l'obsession sur la sécurité sanitaire. Vous arrivez, bonjour monsieur, et on vous met une bonnette, des machins, vous avez fait ça aussi, comme moi, bon, et allez, on vous balade en disant, vous avez l'impression d'être dans un truc de microprocesseur ou de ces trucs pharmaceutiques. Pourquoi ? Parce que chaque fois qu'il y a un pépin, et il y en a là eu sur le lait maternisé,
c'est une catastrophe sur la consommation. Il y en a eu sur les pizzas. Les gens n'ont même pas demandé quelle pizza c'était. Ils en ont moins acheté. Il y en a eu dans le passé aussi sur le lait. Et donc, il y en a eu, bon, je ne parle pas de la vache folle ou d'autres choses comme ça. Chaque fois qu'il y a un problème sanitaire sur un produit, tout le monde en pâtit. Donc ça, c'est la première chose que vous voyez. Et la deuxième chose que vous voyez, c'est l'énormité des installations logistiques pour sortir la marchandise à flux tendu, déjà empaqueté avec des codes barres, etc. Et parfois des robots porteurs de palettes, tout ça, c'est permanent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les installations de l'industriel sont formatées pour pouvoir délivrer à flux continu par un système logistique les grands magasins. Ils n'ont pas d'autres débouchés, ils sont construits comme ça. Et les enseignes demandent ce type de service. Vous avez entendu parler des pénalités logistiques. Le taux de service demandé est délirant. 96, 97, 98% de taux de service. Vous amenez un camion 1 heure en retard, on va vous facturer. Enfin, et donc, cet élément-là doit être pris en compte. Ce qui pourrait être un partenariat d'ailleurs entre la grande distribution et les producteurs salés un peu dans la MDD, c'est aussi quelque chose qui est supra-industriel. Les gens ne fabriquent que pour la grande distribution. La grande distribution a besoin de ces rayons. Alors évidemment, les fruits et légumes, etc., qui ne sont pas emballés, a besoin de produits préparés avec les codes barres, etc. Enfin, tout le monde sait que quand vous avez des aiguillettes de poulet ou de blanc de poulet dans les rayons, c'est l'abattoir qui a mis les codes barres. C'est pas Leclerc. Tous les flux sont prévus comme ça. Et donc, quand Mme Lacoche ou M. Bercani ou le président Queré vont faire leur raisonnement de dépenses économiques, il faudrait que le logiciel se mette à jour. On n'est plus du tout dans le raisonnement classique, la Cour de cassation. Est-ce que j'avais une solution alternative? Est-ce que je ne me suis pas mis entre les mains de ce fournisseur, de mon propre fait, qui fait que je ne veux plus? Non. On est dans une situation d'économie intégrée où la dépendance économique, maintenant, est quasi générale, ce qui tend les négociations. Et objectivement, et ça, beaucoup de vos intervenants, notamment les premiers qui ont décrit le secteur, vous l'ont expliqué, ça tend les négociations au profit exclusif de la grande distribution. C'est pas qu'ils sont devenus plus méchants. Ils font plein de choses bien, ils passent des contrats, ils sont pas, c'est pas les... mais ils sont structurellement désormais le maillon bloquant. Et en même temps, si on entend plus dépendant, puisqu'en fait, ils confient beaucoup de logistique, ils renvoient beaucoup d'aspects logistiques au maillon des industriels, donc ils sont en même temps plus dépendants. Et, oui, c'est un... Non, mais c'est très intéressant. Est-ce que Madame la rapporteure a encore pour quelques questions? Bon, non. Est-ce que nos collègues, alors Yves Bleunven. Oui, moi je voudrais revenir à votre propos liminaire, et notamment quand vous avez pris souvent en exemple la filière lait, parce qu'elle était intéressante. D'abord rappeler que la plupart des produits agricoles s'achètent de façon très différente sur le terrain, et que c'est difficile derrière d'aller chercher où est la marge, où est la bonne rétribution des uns et des autres. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe sur la filière lait, et je pense que vous avez bien noté la particularité de cette filière. On est sur une filière où il y a un savoir-faire du fractionnement, ce qu'on appelle le cracking. On est capable de décomposer la matière et de la remettre en configuration soit nutritionnelle, soit fonctionnelle, etc. Ce qui fait qu'il y a une diversité dans les produits fabriqués et puis vous faisiez référence au PGC qui ne représente qu'une petite partie du débouché de cette filière. Vous parlez aussi d'équilibre matière. On a souvent dans les filières agricoles la notion d'équilibre matière. Tout à l'heure, on était avec les grossistes, on parlait de dégagement, etc. On voit bien que entre une fourniture régulière de la grande distribution et la capacité à jouer les afflux de matière, on est obligé de trouver des débouchés supplémentaires. On parle de l'export qui vient aussi sur cette filière perturber le calcul du prix.
Vous avez parlé du statut des entreprises entre les privés et les coopératives. Rien que ça, déjà, ça met un peu l'ambiance dans la relation contractuelle avec l'agriculteur. Entre une coopérative qui a une relation globale avec son producteur de lait et un privé, on n'est pas tout à fait dans la même relation. Vous avez parlé des autres débouchés que la grande distribution. Soit on est fournisseur des grossistes, on est ingrédient, on est à l'export. Et puis, dans certains groupes internationaux bien établis dans le lait, quand vous vendez à votre filiale italienne ou à votre filiale allemande, elle se fait où la marge? En Italie, en Allemagne ou en France? Et donc, au final de tout ça, c'est extrêmement compliqué de déterminer la véritable MPA. Et j'ai l'impression que dans cette filière, d'ailleurs on l'a remarqué, c'était un de nos premiers entretiens de la commission, il y a des producteurs qui aujourd'hui râlent parce qu'ils considèrent qu'on n'a pas une vraie transparence du calcul. On s'est fait plaisir avec Egalim, on croit expliquer qu'on a trouvé la bonne formule, et en réalité, il y a tellement de paramètres dans le calcul du prix de revient. Et puis, on regarde aussi ce qui se passe à l'étranger, ce qui se passe chez nos voisins, et on s'aperçoit que nos producteurs ne sont pas rémunérés de la même façon. Est-ce que vous pouvez dire qu'aujourd'hui, dans cette filière, par rapport à votre observation, mais je pense que vous avez suffisamment d'expérience pour le dire, on n'a pas aujourd'hui trouvé la bonne méthode pour calculer le prix de rémunération des producteurs de lait? Alors, il y a deux choses différentes. Il y a savoir quel est le bon prix pour tout le monde et dans tous les cas et pour toutes les entreprises, et savoir si le système actuel, contractuel, est un progrès ou améliore les choses par rapport à une contrefactuelle où il n'y aurait pas de contrat. Sur le premier point, de toute façon, vous avez un prix commun avec des agriculteurs qui ont des rentabilités et des coûts de production qui sont très différents. Le contrat qui est passé avec des OP, c'est un contrat qui est nécessairement avec une entreprise normative, qui n'existe pas. L'exemple le plus caricatural, c'est Lactalis, 5 milliards de collecte, 3 milliards et demi chez l'UNEL, l'Union nationale des producteurs de Lactalis, qui est une association d'OP, donc c'est une OP géante, qui fait 3 milliards et demi de litres de lait. Vous pensez bien, dans toutes les régions, pensez bien qu'il n'y a pas un agriculteur qui a les mêmes coûts de production, ou en tout cas il y a une grande diversité. Et donc, vous ne pouvez pas gérer cette situation en disant je veux faire un calcul exact de la bonne MPA à partir de bons coûts de production. Vous avez dans ces coûts de production la rémunération de l'agriculteur, qui est standardisée dans les négociations interprofessionnelles avec le CNIEL et qui est d'ailleurs reprise dans les contrats que j'ai pu voir à 2 SMIC mensuels, pas 2 SMIC horaires, parce que sinon avec les heures de travail des agriculteurs ça serait explosé. Hein. Donc mensuel, c'est qu'on rajoute l'équivalent de ça. Ça veut dire quoi quand on applique la formule? Ça veut dire qu'il y a des gens qui, avec ce prix-là, gagnent 3 ou 4 SMIC, parce qu'ils ont des terres, parce qu'ils ont un troupeau de 140 vaches, parce qu'ils sont bien robotisés, parce qu'ils n'ont pas trop d'endettement, parce qu'ils sont dans une région style l'Ouest, Normandie, Bretagne, Pays Noir, où ça marche bien, etc., etc. Et avec ce même prix, vous avez un agriculteur qui a 40 vaches ou 50 vaches, qui a repris quelque chose en s'endettant ou en étant un jeune agriculteur, qui n'a pas les investissements suffisants, qui n'a pas des bonnes terres, qui a ses terres en location, en fermage, etc., et qui a des coûts de production. Et lui, il n'a peut-être même pas un SMIC. Alors ça ne veut pas dire qu'il est à la rue, mais il n'a pas de SMIC, et comme il n'a que 40 vaches, il peut peut-être s'en servir, utiliser tout seul, parce qu'à partir de 40-50, il faut être 2. S'il a un conjoint, peut-être que son conjoint, si c'est une épouse, elle est infirmière, ou ainsi de suite, elle amène un deuxième salaire, ça stabilise. Et voilà, c'est ça la réalité des choses. C'est que vous ne pouvez pas avoir un prix couvrant les coûts de production pour tout le monde, sauf à faire du sur-mesure. Comme vous pouvez faire du sur-mesure, vous faites large. Et c'est pareil dans les coopératives.
Les coopératives qui, pour les plus grosses, ont souvent, et ce n'est pas une critique, au contraire, c'est tout à leur honneur, ont servi d'ambulance ou de voiture-balai pour des agriculteurs qui ne trouvaient plus de débouchés et qui n'étaient plus collectés, on les prenait. On les prenait comme coopérateurs. Puis ils rentraient, puis on prenait leur lait, puis après on faisait de la poudre, enfin, vous voyez, etc. Eh bien tout ça est mutualisé. Donc c'est très très difficile. Et en plus la loi maintenant oblige à contractualiser avec les OP, avec les organisations de producteurs. Et donc c'est ce que j'ai connu moi en tant que négociateur. Par exemple l'année dernière, j'ai fait une médiation, la première en France, sur le lait de brebis, qui est difficile, parce qu'il n'y a pas de débouché, il n'y a pas de beurre poudre. Là, hein. C'est, ou vous faites du fromage, c'est bien valorisé, ou vous faites des yaourts, c'est plus dur, ou bien vous nourrissez des agneaux, hein, avec votre lait. C'est plus compliqué. Eh bien, même là, la négo, elle se fait avec des OP qui ont 100, 150 agriculteurs. Et la première chose qu'on vous explique en off, c'est que, ah oui, ils crient, mais parce qu'ils sont mal placés, les autres, voilà, ils sont loin dans la collecte, ils coûtent cher, voilà. Et vous ne pouvez pas, c'est d'ailleurs un point important de mon propos, vous ne pouvez pas avoir un système qui soit exact. Il faut se sortir de la tête tous ces gens qui viennent avec des tableurs Excel, des calculs. Non, ça ne marche pas comme ça. Vous pouvez faire de la régulation, c'est-à-dire avoir des choses convenables où les gens arrivent à vivre, mais vous ne réglerez pas ce type de problème dans l'organisation actuelle. Ce n'est pas possible. Les choses ne sont pas faites pour ça. Alors après, oui, mais pourquoi je veux dire ça, c'est qu'après la transformation, elle est contrainte aussi. Lorsque vous êtes collecté, par exemple, vous êtes collecté par un industriel. Parce que dans votre région, dans votre truc, il y a une usine de camembert pasteurisé, une usine de fromage, une tour de séchage de lait, de cracking que vous avez évoqué tout à l'heure à juste titre. Et on fait de la poudre. Alors, c'est ce que disent les OP. Ils disent, mais alors moi, si tout mon lait part en poudre, je suis payé des clopinettes. Alors que ceux qui font de la crème fraîche d'Isigny ou du beurre à Lévire dans la Manche payé par Savencia, alors voilà la marge. Et donc, contrairement à ce qu'on peut croire, la régionalisation et le paiement du lait en fonction des débouchés locaux, etc., ça disparaît. Le Lactalis donne l'exemple. Il paye le même prix partout. Même pour ceux qui sont à côté d'usines de poudre où ils font que de la poudre, qui pourraient payer 30% de moins, qui devraient payer 30% de moins. Mais bon, on mutualise là aussi. Les coopératives le font aussi. Alors il y a encore, je crois, des industriels, il faudrait les interroger, qui régionalisent les prix, parce qu'ils trouvent que les coûts de production ne sont pas les mêmes, etc. Mais c'est un sujet très compliqué, et c'est pour ça que je vous dis, vous avez deux solutions. Soit vous faites une économie administrée, c'est-à-dire vous avez des gens des comptables qui vont regarder les vrais prix, qui vont éplucher les comptes. Soit vous faites simplement de la régulation et vous essayez simplement de corriger les choses et de tenir l'ensemble du marché dans un corridor de fluctuation raisonnable pour tout le monde. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Après, le vrai prix pour les industriels, là c'est l'ancien de la concurrence qui va vous parler, moi je m'en fiche. On est dans une économie de marché, les gens ils regardent, et comme je disais tout à l'heure, peut-être qu'on a chez Parmalat du lait qui va chez Lactalis pour faire des mozzarella Galbani. Je ne sais pas comment ils font. Je constate simplement que le groupe Lactalis, il publie ses comptes, il fait 2% de marge nette, ils ont fait 500 millions d'euros pour 33 milliards de chiffre d'affaires. Voilà. On n'est pas chez L'Oréal, on n'est pas chez LVMH, on n'est pas chez Coca-Cola. C'est tout ce que je vois. Vous voyez Et donc, oui, je ne suis pas très satisfaisant que je dis, mais vous voyez, il faut voir les limites de l'exercice.
le sujet est complexe avec beaucoup d'intrants. Moi, je voulais juste revenir, peut-être en conclusion, mais bon, je ne veux pas couper la parole s'il y a encore une ou deux questions. D'abord, en vous remerciant de ces éclairages avec le recul qui est le vôtre, pour revenir sur un certain nombre de vos interventions, notamment la dernière, là. Est-ce qu'en fait, on revient sur cette notion de tunnel de prix, qui est d'ailleurs dans les Gallimard, voilà. Et si je reviens sur vos propos sur en fait, l'intérêt quand même du dispositif EGalim, même si on en voit les limites, vous savez qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de filières qui demandent à rentrer dans la sanctuarisation de la matière première agricole, avec un marché mondialisé qui est ce qu'il est aujourd'hui, qui est devenu très dur. On a effectivement le sentiment que finalement, le marché français, même s'il est beaucoup plus limité et autres, présente quelques caractéristiques un peu de refuge, enfin je ne sais pas comment on peut dire, de marché refuge. Donc que pensez-vous de ces demandes, notamment des céréales, de la viticulture, de rentrer dans un dispositif EGalim, donc de sanctuarisation de la matière première agricole? Et dernière question, je comprends donc dans vos explications autour des options que finalement vous êtes plus pour un statu quo de la situation par rapport aux trois options qui sont offertes dans la contractualisation industriel distributeur. Alors sur la première question, il faut toujours raisonner, comme c'est le cas en économie de marché, en couple prix-volume. Faire une négociation de prix ou contractualisée en prenant en compte les coûts de production, c'est possible à condition que ça ne porte pas sur tous les volumes. C'est ce qu'on voit dans les formules de lait. Pourquoi ? Je redis, il faut que le dispositif qui prenne en compte les coûts de production ait des objectifs modestes, limités, qui sont que lorsque les coûts de production évoluent, il n'y ait pas de décrochage de l'agriculteur, ce qu'on a connu par le passé. En 2018-2019, le prix du lait était à 350 €, il est monté à 500 et quelques, il est à presque 600 en Allemagne. Je veux dire, on avait vraiment décroché. Même les laitiers le reconnaissent, qu'ils payaient très mal à cette époque-là. Donc ça, il faut éviter ce décrochage. La prise en compte des coûts de production permet de garantir qu'au moins, il y aura une partie qui évoluera comme les coûts. Donc ça cet élément stabilisateur. Donc c'est le premier point. Et puis le deuxième point, c'est d'éviter qu'on répercute sur l'agriculteur les problèmes de marché qui, au fond, sont les problèmes de l'industriel. Parce que c'est ce que je dis et ce qui est pas faux, c'est que quelqu'un qui dit « Ah ben moi, vous comprenez, ma poudre de lait se vend de plus en plus mal. » Oui, mais c'est votre problème, monsieur, si vous êtes producteur. Je ne suis pas producteur de poudre de lait. Vous voyez, alors, ce que je dis est un peu caricatural, parce que les réajustements sont tellement longs dans ce business que, bon, une fois qu'on a pris les options, il faut bien tenir compte. Mais on évite ça. Et comment on évite ça? Eh bien, en disant, dans le lait que vous m'achetez, je ne vais pas prendre moi tout le yo-yo, je vais éventuellement avoir un corridor, parce que dans les formules d'accord cadre, il y a effectivement des clauses de sauvegarde, qui sont celles que vous décrivez, vous en avez peut-être vu, et qui permettent de renforcer cette logique assurantielle. On a un effondrement, par exemple, là les cours du lait allemand avaient beaucoup monté à un moment, un effondrement de la poudre, ça impacte ma formule tellement que je déclenche la sauvegarde et je dis, là pour l'instant on va attendre retour à meilleure fortune, ça va pas. Et donc pour l'instant on paye. Pourquoi? Parce qu'il y a des problèmes de trésorerie, si je commence à faire le yo-yo avec vos revenus, vous n'allez pas rien. Tout ça est possible dans les formules actuelles et j'ai fait une médiation sur un déclenchement de clause de sauvegarde sur le lait de vache. Donc ça existe, ça peut marcher. Mais vous voyez qu'il faut être dans l'état d'esprit que vous dites, c'est-à-dire il faut s'appuyer sur le système français pour limiter les chocs. Mais il ne faut pas dire on va faire mes comptes et puis on coste plus et puis voilà, c'est ma facture, mon tarif, vous m'achetez toutes mes céréales à ce prix-là, tout mon lait à ce prix-là, puis débrouillez-vous après sur le marché. Parce qu'en fait, on ne se débrouille pas sur le marché, on ne vend pas et puis ça repart dans l'autre sens. Ça, c'est le point important. Si vous regardez les autres filières qui sont demandeuses, la deuxième conclusion, moi, que je tire des travail que j'ai fait, c'est que le pur système EGalim, comme on l'a dans le lait de vache, il n'est pas facilement transposable, mais on peut faire du quasi-EGalim par d'autres moyens.
premier exemple, c'est ce que vous disiez, monsieur, sur les coopératives. Elles ne sont pas soumises à Egalim. Mais de fait, elles font Egalim, puisque c'est les agriculteurs qui votent sur la rémunération et qui sont au courant des compléments de rémunération qu'ils ont. Par exemple, chez Sodial, si le fromage râpé Entremont se vend bien et qui gagne des marchés sur la MDD du fromage râpé, etc., ben, les agriculteurs, ils touchent un bonus en fin d'année. Donc tout ceci, c'est une manière de sécuriser et d'éviter les à-coups. Donc ce système des coopératives, qui appelle d'autres critiques par ailleurs, il intègre déjà quelque chose qui n'est pas l'Egalim au sens de la loi, mais quelque chose qui y ressemble. Si vous avez, j'ai vu que vous avez auditionné les responsables de la filière avicole, qui est un bon exemple, ils ne font pas l'Egalim, mais ils font une sorte d'intégration verticale qui revient à ça, c'est que c'est l'abattoir qui achète le grain. C'est la partie la plus volatile. Hein. On dit souvent, les poulets, c'est du grain sur pattes. Hein. Bon, c'est un peu ça. Et donc, si la partie la plus volatile est assumée par l'industriel, donc l'abattoir, bah, l'éleveur, lui, il a son poulailler, il a ses 10 000 poussins, il les élève. Au bout de 6 semaines, l'abattoir les reprend, et là, mais la nourriture était payée, donc il n'a pas un à-coup. Il a peut-être d'autres inconvénients, parce qu'on veut lui mettre des bonus ou des malus sur la qualité des volailles. Bon, enfin, il n'y a pas de monde parfait. Mais au moins, c'est l'abattoir qui a ce choc. Donc, ce n'est pas Egalim, mais est-ce qu'on a besoin d'Egalim dans un système comme ça? Peut-être pas. Regardez ce qui se passe chez les bovins. Là, c'est plus dur. Alors, les porcs, c'est très coopératif, donc c'est un peu pareil. Chez les bovins, c'est plus dur, parce que les bêtes sont plus âgées. Et donc on a moins de visibilité sur les flux. C'est beaucoup plus dur de contractualiser, même si c'est obligatoire, puisque la loi prévoit. Alors, par exemple, ils peuvent contractualiser un peu comme la volaille sur les veaux, parce que les veaux, on les met en pension, on les engraisse, on les revend, etc. C'est des cycles assez courts, et il y a moins de risques pour l'engraisseur, puisque le veau, on le donne, mais il n'est pas, on lui reprend après pour le mettre ailleurs. Sur les jeunes bovins, donc moins de 24 mois, il y a des contrats, parce que même si c'est 2 ans, ben on connaît les cohortes, hein, c'est comme, hein, on voit la démographie, etc. Sur les vaches de réforme, on connaît aussi à peu près les flux, parce qu'on sait au bout de combien de lactation ou d'insémination on va les remettre sur le marché. Donc il y a des choses à faire, mais le problème, encore une fois, c'est que c'est des animaux stockables. Je dis ça comme ça, et donc les agriculteurs auront la fâcheuse tendance à ne vouloir contractualiser que quand les cours sont bas et à garder leur liberté de maquignonnage et de vendre à des marchands de bestiaux quand les cours sont hauts. Là, aller dans les campagnes et demander à des éleveurs bovins de passer un contrat, vous faites recevoir un coup de pierre. À 6 € le carquin, je veux dire. Voilà. Donc, par contre, regardez ce qu'a fait le groupe Bigard sur son contrat herbage, etc. C'est une forme de contractualisation. Ils passent des contrats, mais il faudrait interroger Jean-Paul Bigard pour qu'il vous explique ça mieux que moi. Hein, mais en disant, il y a trop de races à viande qui sont trop grosses. Hein, vous savez, c'est les fameux charolais, machin, etc. Et on a du mal à écouler ces pièces à la découpe. On va faire des vaches plus petites et plus rustiques. Donc on va prendre des Angus, des vaches jersiaises, etc. C'est des croisements qui marchent bien. Des vaches assez rustiques, plus petites. Bigard a contractualisé en disant à des agriculteurs, si vous faites ça et que vous les élevez en prairie, donc pas uniquement par ensilage, ben moi je vous en achète tant à tel prix, etc. Donc il faudrait les interroger. Ce serait intéressant d'entendre le groupe Bigard là-dessus. Alors ils vont me dire, oui mais c'est des petits volumes. Oui, mais c'est là-dessus qu'on peut contractualiser, c'est quand on sait ce qu'on fait. Sur les fruits et légumes, les gens qui font des légumes surgelés ou des légumes en conserve, ils contractualisent. Vous ne pouvez pas avoir une ligne de petits pois à carottes si vous n'avez pas des gens qui sèment des petits pois. S'ils font comme les Canadiens et qui disent la moutarde ça ne marche plus, je mets du blé à la place, vous n'avez plus de moutarde. Vous ne pouvez pas faire comme ça. Donc, la contractualisation, par exemple, sur le blé dur,
ça aurait un sens dans la filière blé dur que les agriculteurs aient des garanties pour semer du blé dur plutôt que du blé tendre, parce que pour les pâtes, ça peut être bien valorisé. Donc voilà, j'ai pas de réponse simple à vous donner, mais on peut faire des choses à condition d'être pragmatique et modeste et déjà avoir toujours cette idée en prise. Attention, on n'est pas en train de mettre en place des prix garantis. On ne vous garantit rien. On est en train de mettre en place des bons prix corrects qui sont un peu indexés sur une partie de vos volumes qui vous donnent une sécurité. C'est-à-dire, ça fait beaucoup de conditions, mais c'est ce qu'on peut faire de mieux. Sur les options, Madame la Présidente, je vais aller très vite. Pour moi, aujourd'hui, les options, on peut effectivement les laisser en place dans la mesure où, sur cette partie de ce que représente l'impact de l'MPA dans le prix, il n'y a pas de sujet. Il n'y a jamais de contestation. Alors, il y a une contestation si les prix changent beaucoup. C'est sûr que si vous avez le café qui prend 40%, le poids du café dans le paquet de café par rapport à l'emballage, la logistique, etc., il va un peu monter. Ça, c'est vrai que le pourcentage. Mais ce qui va être important, c'est pas qu'on dise le pourcentage du café dans le paquet de café passe de 40 à 45%, c'est le prix du café. C'est sur quoi on n'était pas d'accord. Donc là-dessus, les options... en fait, maintenant, les gens sont habitués. Les petits qui font option 1 ou 2, ils savent le faire. L'option 1 ne sert strictement à rien, d'ailleurs, parce que l'option 1, c'est une option 2 à un seul produit. Donc, en réalité, c'est une option 2. C'est-à-dire, soit vous donnez la répartition de la matière première agricole par produit, soit vous ne la donnez pas, et vous dites, globalement, dans mes contrats, l'impact du produit s'étend. Pourquoi je dis globalement ? Parce qu'il ne faut jamais oublier que la négociation se fait par contrat. Or, vous avez des industriels qui ont un seul contrat. Ils vont mettre toute une série de, par exemple, dans le rayon traiteur, des plats cuisinés, etc., tout ensemble. Et donc, c'est un seul contrat. Il y a même eu un industriel, je vais vous amuser, parce que je vous ai ennuyé, là, avec un type vient me voir, il dit je suis embêté parce que j'ai un problème avec l'enseigne. Je dis pourquoi ? Il dit parce que j'ai un seul contrat pour tous mes sandwichs. Et alors quel est le problème ? Eh bien, j'ai des sandwichs au poulet, des sandwichs au jambon. Et le cours du poulet monte, le porc descend. Et voilà. Et donc, c'est ce genre de choses. Et donc, si vous avez ça, effectivement, l'option 1, bon, ça n'a rien. Donc, cet impact, oui, on peut laisser les options, les gens sont habitués. Parce que c'est vrai que les distributeurs nous reviennent souvent là-dessus. Il faut sortir de ce débat. Oui, c'est pas un vrai frein. Le débat sur les options, c'est un prétexte. Oui, d'accord. C'est un chiffon rouge pour dire ça ne marche pas, c'est compliqué. Voilà, c'est clair. Voilà. Il suffit que le Parlement leur dise maintenant, il y a les options, faites-en ce que vous voulez. Nous, ce qu'on veut, c'est le prix, un accord sur le prix, et vous verrez que ça ira beaucoup mieux. Ben écoutez, merci beaucoup, Monsieur Dahan, une fois encore, de vos précieux éclairages avec tout le recul et la connaissance des pratiques de 4 années voilà, de médiateur des négociations commerciales, des relations commerciales. Et bon courage, parce que vous avez choisi un sujet difficile. Oui, mais c'est pour ça qu'il est important. Merci mille fois à vous et à bientôt à nos auditeurs, puisqu'on reprend cet après-midi à 14h30.